Arrivé à Valence, chaque année à l'heure des grands départs, les premières contraintes de bouchons se font sentir au sud de l'agglomération, où l'A7 se connecte avec l'A49 provenant de Grenoble. C'est aussi l'endroit où est installé le PC de sécurité de l'A7, car tous les enjeux de l'exploitation y sont exacerbés. Fluidité du trafic, sécurité des usagers. Le rôle du PC sécurité, principalement, c'est la surveillance du réseau. Pour couvrir l'autoroute A7, nous avons 2 PC sécurité, donc un PC sécurité à Valence et un PC sécurité à Orange, qui représentent 30 opérateurs. Nous avons également 250 caméras, ce qui représente à peu près une caméra au kilomètre. Et puis nous avons tout un panel d'outils également qui nous permettent d'effectuer cette surveillance et d'être très réactifs lorsque un événement se produit. Oui, je t'écoute. Oui, Christophe, c'est terminé, l'enjeu leader a été évacué. Ok, bien reçu, j'éteins les panneaux. Les opérateurs, lorsqu'il y a un événement, leur rôle, c'est d'agir très rapidement, notamment faire intervenir le patrouilleur pour qu'il aille se mettre en protection de l'événement, pour les gens qui arrivent et qu'il n'y ait pas de risque de suraccident. Ensuite, ils vont devoir faire intervenir les secours. Donc en fait, ils vont être au cœur de la remontée de l'information de ce qui se passe sur l'autoroute et on va diffuser immédiatement cette information sur nos panneaux à messages variables et la radio, donc radio Vinci Autoroute 107.7. Actuellement, l'attention des opérateurs se porte sur le secteur nord de Bourg-les-Valences, une zone particulièrement accidentogène où d'importants travaux sont en cours. Le pont sur lequel passe l'autoroute A7 pour franchir la nationale 7 au kilomètre 66 est très sollicité. Ici, le trafic moyen journalier annuel, il est de l'ordre de 75 000 véhicules jour, avec un taux de poids lourd élevé, près de 20%. Et puis surtout, on connaît des pics estivaux importants, avec le déplacement des vacanciers, qui là, on peut atteindre des trafics journaliers de 180 000 véhicules par jour. Le trafic est important, donc forcément nos ouvrages d'art sont mis à rude épreuve, d'autant plus qu'ils sont anciens. Depuis quelques années, les contrôles effectués sur l'ancien ouvrage ne permettaient plus de révéler précisément son état de santé. Une situation préoccupante pour un pont de 60 ans. Ici, l'autoroute A7 franchissait la route nationale 7 par un pont qui a été construit en 1963. C'est une époque où on expérimente, où on développe cette technique des bétons précontraints sur les grands axes autoroutiers. Dans cette dalle, on va avoir des câbles qui vont circuler à l'intérieur de l'ouvrage, qui vont faire comme un plat de spaghettis. C'était une conception innovante qui permettait de diminuer l'épaisseur de la dalle de l'ouvrage. Et donc ça, c'était intéressant, c'était une source d'économie et on l'imaginait à l'époque de durabilité de l'ouvrage. Seulement, ce sont précisément de ces renforts métalliques que les problèmes peuvent provenir. Lorsque le béton est trop poreux ou que l'enrobage est insuffisant, l'eau pénètre dans l'ouvrage et les renforts métalliques s'oxydent. La solidité de l'édifice est alors compromise. Cet ouvrage qui a 60 ans, on a constaté qu'il commençait à avoir des pathologies, un vieillissement classique, mais qui allait nécessiter de nombreuses interventions pour le maintenir en l'état. Et on a fait ce choix à un moment donné de le remplacer complètement plutôt que de multiplier les interventions sur l'ouvrage qui auraient gêné la circulation, qui auraient été coûteuses. Mais comment procéder pour remplacer un pont sur une section d'autoroute aussi fréquentée, sans risquer de paralyser toute la région pendant plusieurs mois et fragiliser son économie? La principale contrainte de ce chantier, c'est de maintenir la circulation. Et pour ça, nous avons fait le choix de construire un ouvrage provisoire à côté de l'ouvrage existant sur lequel on a basculé la circulation. Un chantier colossal qui va s'étaler sur plus de 3 ans, coincé entre l'A7, la Nationale 7 et la voie ferrée. Pour le mener à bien, 4 étapes ont été minutieusement préparées. La première étape, c'est ce qu'on appelle le dégagement des emprises. Ici, ça va consister à déplacer les réseaux de télécommunications, de gaz, d'eau, etc. Et puis ensuite, on a attaqué la construction de l'ouvrage provisoire. C'est une étape importante parce qu'on recrée une section autoroutière qui ait les mêmes caractéristiques et le même niveau de qualité et de sécurité qu'une section courante habituelle. Après le terrassement et la réalisation des appuis du pont, la pose d'un tablier aux dimensions spectaculaires s'est déroulée en un temps record. On a fait le choix d'un tablier supporté par des poutres métalliques. Donc on a fait venir 6 poutres qui font toutes 26 mètres de long. Chaque poutre pèse 20 tonnes.
Et ces poutres ont été installées de nuit, ce qui a permis de limiter très fortement l'impact de la construction sur l'exploitation de la route nationale 7. À l'issue d'une nouvelle nuit de fermeture de la Nationale 7 pour couler les enrobés, le pont provisoire, composé de 2 fois 3 voies, est enfin mis en service. Il laisse place à une nouvelle opération coup de poing, la démolition de l'ancien pont. On s'était donné 56 heures pour démolir l'ancien pont. C'est une opération qui est extrêmement préparée, programmée, millimétrée. Ça commence par une phase de protection de la chaussée de la route nationale 7. Une fois que la protection est faite, il y a des grignoteuses qui vont broyer le béton sur place, puis il va falloir retirer l'ensemble des armatures métalliques et les séparer du béton. L'opération a mobilisé plus d'une vingtaine d'engins, 70 hommes et a généré 2800 mètres cubes de gravats, revalorisés à 100%. Sur ce chantier, on s'est fixé pour objectif de diminuer par 2 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à un chantier classique. On a travaillé sur l'utilisation des matériaux locaux. L'ouvrage a été démoli et l'ensemble des matériaux issus de l'ouvrage sont réutilisés sur place avec 2 effets bénéfiques, pas de transport et pas d'extraction de matériaux venus de l'extérieur. Mais c'est sur la conception du béton pour bâtir le nouvel ouvrage que l'approche écologique a été la plus novatrice. L'impact écologique du béton dans le monde est assez important puisqu'il représente environ 7% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est absolument pas négligeable. Face à ce bilan carbone alarmant, les concepteurs ont fait le choix de construire les parois latérales de l'ouvrage selon des mesures drastiques. Habituellement, le béton est constitué de 80% de granulats, essentiellement des graviers, du sable et 13% de ciment. Associé à l'eau, il durcit pour lier le matériau. Le ciment, c'est le composant, je dirais, le plus important dans le béton. C'est de la poudre broyée très finement. Elle va venir combler les plus petits interstices entre la matrice granulaire du béton, donc les granulats et graviers, et donc réduire la porosité du béton qui va s'opposer à la pénétration des agents agressifs depuis l'extérieur, comme l'eau, l'air, les sels de déverglaçage routier par exemple, et donc protéger les armatures contenues à l'intérieur du béton. Mais c'est la composition de ce dernier qui pose problème. La fabrication du ciment émet beaucoup de CO2, en grande partie à cause de son mode d'élaboration, c'est-à-dire que pour fabriquer le clinker, on est obligé de chauffer à très haute température de l'argile et du calcaire, donc à plus de 1000 degrés. Cette cuisson est excessivement énergivore. Alors, quelles solutions les ingénieurs ont-ils imaginées pour rendre le béton moins polluant ? Pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, on agit sur 2 leviers. Réduire la quantité de ciment et le substituer par des sous-produits de l'industrie, comme des laitiers d'eau fourneau, donc qui proviennent des aciéries, des cendres volantes qui proviennent des centrales à charbon, qui sont en fait des déchets et qu'on va recycler dans le béton parce qu'elles ont des propriétés comparables à celles du ciment qui contribuent à la résistance d'une part et à la durabilité des bétons. Sur ces nouveaux appuis en béton bas carbone, 85 poutres métalliques ont été posées à un rythme effréné pour construire la superstructure. Dernières étapes avant le basculement de l'A7 sur le nouvel ouvrage, couler la dalle, puis la chaussée. Une chaussée est composée de plusieurs couches d'enrobés bitumineux et qui sont empilées les unes par-dessus les autres. En partie inférieure, on va retrouver la couche de fondation, puis ensuite une couche qu'on appelle couche de base, puis une couche de liaison et enfin la couche de roulement, qui est la couche supérieure sur laquelle passe le trafic. Plus le trafic poids lourd à faire passer est important, plus l'épaisseur est forte. Et par exemple, sur l'autoroute A7, on peut retrouver des épaisseurs totales de l'ordre d'une 40aine de centimètres.